ancien chargé de mission national antisémitisme et droits de l'homme du Bnei France, lequel existe toujours, je crois savoir, qui est aussi président de la loge Déborah et Sam Offenberg, président de la LICRA du Val-de-Marne. Ex, décidément, il est ex. Je sais que... Il est actuel Marie-Céline, hein, c'est bon, hein. Pour l'instant, il est encore... Je sais que la crie est innée, mais quand même. Quoique, je ne sais pas, ce soir. Il est toujours en suspens. Voilà. Et qui est également membre de la Mensa. Mais c'est quoi la Mensa, Richard, hein? Richard. La Mensa, c'est quelque chose de très spécial. C'est... Les gens qui ont un certain QI. Voilà. Bon. Alors. Carrément. Je peux rester assis là ou pas? Bah, c'est pas de sa faute, hein, si comme ça. Est-ce que les autres peuvent rester Je ne sais pas comment tu as ça dans les éléments, mais... Alors, il est né le 8 octobre 1949, hein, et qu'il a une formation pluridisciplinaire qui s'est acquise en France, en Israël, aux USA, dans un domaine de compétences infiniment varié, mais bien sûr son domaine de prédilection c'est l'informatique et les mathématiques appliquées. Il a, au cours de sa longue carrière, pu acquérir un certain nombre d'expertises dans le domaine du management, de la finance, du marketing, et bien sûr ça va de pair avec ses connaissances en informatique et en mathématiques appliquées. Il a aussi de grandes connaissances dans le domaine juridique, en particulier, il a des compétences dans le droit des victimes et le droit des affaires. Voilà. Il a été consultant à la banque israélienne Hapoalim. Il y est toujours. Bon. Il est toujours. Bon, d'accord. Écoutez, c'est bien ça, s'il est toujours. Et de 1987 à 1995, il a été conseiller auprès du PDG du groupe sur le revenu français. Et tout particulièrement au sein de ce groupe, il s'est intéressé il a fait partie du développement et il a participé au développement et à l'implantation informatique de ce groupe. Il a aussi été maître assistant au Technion, Israel Institute of Technology, et à partir de 1984, sa vie bascule, mais il avait déjà rencontré Céline, hein, sa vie avait déjà basculé, elle avait même chaviré le jour où il a rencontré Céline. Mais en 1984, de 1984 à 1986, il est conseiller technique auprès des services du Premier ministre dans le domaine des technologies nouvelles. Voilà. Et, parallèlement, il a été également conseiller technique auprès de la CEE à Bruxelles. Voilà. Son titre le plus fabuleux, eh ben, il est président de la loge Déborah et Sam Offenberg. Il a beaucoup de chance parce qu'il est entouré d'un mentor qui est absolument exceptionnel, d'un secrétaire qui est fabuleux, d'un secrétaire qui est absolument fabuleux. Et puis, il y a, dans cette loge, il y a un potentiel humain qui m'a toujours frappé. Les membres de la loge Déborah Sam Offenberg représentent, d'après moi, un potentiel humain qui est absolument exceptionnel. Voilà. Donc, Richard, qui est exceptionnel, a cette chance d'avoir une loge avec des membres exceptionnels. Je vais lui donner la parole. Il faut l'utiliser, ce potentiel, excuse-moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique. Ça y est. Merci Daniel. Bah, il se conserve bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, sous sa primauté scientifique, induit différents sujets, tant philosophiques qu'éthiques que sociétaux. Donc, étymologiquement, sont innés les caractères biologiques ou psychologiques que l'être vivant possède à la naissance et qui sont donc censés ressortir de sa nature, voire de son essence. Sont acquis les caractères post-natals, dépendant de l'environnement, de la culture et de l'apprentissage et qui sont supposés non essentiels, accidentels ou construits. La question posée perturbe, questionne et dérange, car on pressent qu'une réponse positive bousculerait les fondements même de notre société contemporaine. Elle pose bien entendu une question scientifique, mais elle sous-entend surtout des questions philosophiques et sociétales fondamentales. Toute notre société moderne s'est articulée autour de ces deux mots, inné et acquis.
souvent en les séparant et en évoquant deux mondes distincts, voire deux paradigmes. Dès le début de cet exposé, deux définitions importantes sont à préciser afin de mieux comprendre ce qui suit. Je vais essayer de faire le moins technique possible, mais ces deux éléments sont importants pour comprendre la suite. Ce sont les définitions de l'ontogenèse et de la phylogénèse. L'ontogenèse décrit le développement progressif d'un organisme depuis sa conception jusqu'à sa forme mûre, voire jusqu'à sa mort. En biologie du développement, ce terme s'applique aussi bien aux êtres vivants non humains qu'aux êtres humains, mais on le retrouve aussi dans le domaine de la psychologie du développement, où l'ontogenèse désigne le développement psychologique d'un individu depuis l'enfant jusqu'à l'âge adulte, et plus généralement pour désigner les transformations structurelles observées dans un système vivant qui lui donne son organisation et sa forme finale. En biologie de l'évolution, on contraste souvent l'ontogenèse, l'histoire d'un individu particulier, comme je vous l'ai dit, et la phylogénèse, l'histoire évolutive de l'espèce à laquelle appartient cet individu. Donc cette séparation est très importante. La phylogénèse, c'est l'espèce, l'ontogenèse, c'est l'individu et le vécu de l'individu. Précisons maintenant les deux notions que sont l'inné et l'acquis. L'inné s'attache à la nature, à la matière, à l'hérédité, et l'acquis à la culture. L'acquis est le produit des informations, des apprentissages et des expériences acquis de l'ontogenèse, justement, donc tout au long du développement d'un individu, qui sont stockés dans sa mémoire individuelle et qui influenceront les comportements ultérieurs. La question posée par cet exposé interpelle car elle touche au vivant. Elle induit la problématique du libre arbitre et donc celle de la responsabilité individuelle. Nous voyons donc qu'à cette question scientifique complexe s'ajoute une question philosophique essentielle. Une fois ces précisions posées et afin de cerner la question, nous devons d'expliciter et de préciser les notions fondamentales d'acquis et d'inné, de préciser les domaines scientifiques impliqués par ces termes et surtout l'importance relative accordée à chacun de ces termes, attribuée généralement à Jean-Baptiste de Monnet de Lamarck, considéré comme le fondateur de la biologie apparu pour la première fois dans son traité de philosophie zoologique. Nous aurons compris que la notion d'inné et d'acquis s'applique à la compréhension du vivant. Elle est donc directement liée à la biologie et qui est l'étude du vivant. L'état actuel de la biologie s'est établi sur la base d'un certain nombre d'idées forces qui se sont progressivement constituées en ce que Kuhn appelle un paradigme, c'est-à-dire un ensemble d'idées, de conceptions qui forment un cadre de pensée à l'intérieur duquel on pense, on imagine et on planifie des expérimentations, on interprète des résultats, on élabore des théories. Vous avez certainement entendu parler des paradigmes qui existent dans différents domaines de la science ou de la vie. Or, plusieurs paradigmes se sont succédés dans la science du vivant, l'un remplaçant l'autre ou le complétant. Le premier de ces paradigmes donnait l'avantage à l'acquis. Le second a été établi à la suite des premières grandes découvertes de la biologie moléculaire au début des années 60. Mais un certain nombre de découvertes plus récentes remettent en question beaucoup d'idées communément acceptées et semblent sur le point de produire un nouveau paradigme, l'épigénétique. Comme c'est souvent le cas dans l'histoire des sciences, nous verrons que ce sont des techniques développées dans le cadre de l'ancien paradigme qui rendent possibles les découvertes qui contribuent à sa remise en question. Ainsi, en répondant oui, non, ou ni oui ni non à la question qui est posée, nous passons d'un paradigme à un autre. Au départ, les mots inné et acquis n'appartenaient pas spécifiquement à la biologie. D'ailleurs, les idées innées de Descartes, par exemple. Ils y sont entrés qu'assez tard, au XIXe siècle, lors de l'invention de la notion d'hérédité, et avec des sens très incertains, puisque dans le premier ouvrage consacré à cette notion, le traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle, l'innéité correspond à la possibilité de variation de l'enfant par rapport aux parents, tandis que l'hérédité est la reproduction à l'identique des caractères de ceux-ci dans celui-là. Vers 1870-1880, la notion d'hérédité s'étant précisée, les mots inné et acquis ont été définis en opposition l'un de l'autre dans le cadre qu'elle offrait, et en oubliant le sens étymologique fondé sur la présence ou non des caractères au moment de la naissance. Inné et hérédité sont devenus presque synonymes,
Sont innés ou héréditaires les caractères biologiques ou psychologiques que l'enfant tient de ses seuls ancêtres, via ses parents? Sont acquis les caractères déterminés par l'action de l'environnement ou de l'apprentissage sur cette base héréditaire? Cette définition-opposition a alors été renforcée par le principe de Weismann du non-hérédité des caractères acquis. Cependant, simultanément, les biologies sont posées d'une part que tout caractère acquis n'est tel que parce que l'être a une prédisposition à l'acquérir, ce qui donne une certaine hérédité au caractère acquis, via la prédisposition, et d'autre part que tout caractère a un double déterminisme, génétique et externe, il est donc à la fois héréditaire et acquis, sans que l'on ne puisse jamais évaluer la part de l'un et de l'autre. Autrement dit, les caractères innés ne constituent pas une essence sur laquelle se grefferaient les accidents qui seraient les caractères acquis. Par conséquent, en même temps qu'elles ont été définies par leur opposition, les notions d'inné héréditaire et d'acquis ont perdu tout contenu concret. Cette incohérence vient de la manière dont le concept d'hérédité s'est constitué. Initialement, l'hérédité était seulement une notion juridique, synonyme d'héritage. Jusqu'au début du XIXe siècle, la biologie ne connaissait pas l'hérédité transmettant les caractères individuels des parents aux enfants, mais uniquement la génération assurant la conservation de l'espèce par la perpétuation de la seule forme spécifique et non celle des caractères individuels considérés comme variables ou accidentels. La fameuse hérédité lamarckienne, 1809, donc déjà de plus d'un siècle, était en réalité une théorie de la génération qui, ignorante de la notion d'hérédité, ne différencie pas héréditaire et acquis. Le mot héréditaire n'était alors utilisé en biologie que pour qualifier, par analogie, les affections transmises des parents aux enfants. On héritait de la maladie de ses parents comme de leurs biens. L'époque ignorant les microbes, la tuberculose, la syphilis, étaient considérées souvent comme des transmissions héréditaires sans plus ample de connaissances. Après 1809, par la même analogie, on a commencé à concevoir la génération comme une transmission de caractère des parents aux enfants, ce qui en a fait une prolongation de l'individu dans sa descendance au lieu d'une conservation de l'espèce, ce qui s'accordait avec l'évolutionnisme naissant où les contours de l'espèce s'estompaient. On ne peut donc pas concevoir une hérédité de caractère sur le modèle d'une hérédité de maladie. C'est pourtant ce que la génétique a fait en se fondant essentiellement sur la transmission des mutations. C'est particulièrement net pour la génétique formelle de Morgan, où par exemple la mutation qui donne des yeux blancs à la drosophile n'a pas ce seul effet, mais diminue aussi l'activité et la durée de vie de l'insecte. Il s'agit en fait d'une maladie héréditaire dont l'un des symptômes est la couleur blanche des yeux. D'une part, la génétique retient ce seul symptôme parce qu'il est facile à observer. D'autre part, elle fait comme si elle analysait l'hérédité du caractère yeux blancs ou du caractère couleur des yeux, alors qu'en réalité, elle étudie l'hérédité d'une altération de la couleur des yeux, c'est-à-dire l'hérédité d'une différence par rapport aux drosophiles non mutés. Toute la génétique, même la génétique moléculaire, contrairement aux apparences, est différentielle. Elle concerne la transmission d'altération, la transmission de différences, pathologiques ou non, et jamais celle de caractère. Elle s'est constituée dans le cadre du darwinisme qui ne s'intéresse qu'aux différences entre les individus qu'il met en concurrence et pas la valeur absolue de leur caractère. Par conséquent, si l'héréditaire et inné sont synonymes, seules les différences peuvent être innées ou acquises, jamais les caractères. Dans leur cas, ces notions n'ont pas de sens, ils sont tout à la fois héréditaires et acquis. Puis, au début du XXe siècle, surgit une théorie, une véritable paradigme qui va se développer autour d'une primauté de l'acquis, déclassant quelque peu le poids de l'inné. C'est le behaviorisme, dont vous avez certainement entendu parler, qui est la théorie du comportement. L'acte de naissance du behaviorisme est constitué par l'article intitulé « La psychologie telle qu'un behavioriste la voit », que Watson publia en 1913 dans la revue qu'il dirigeait, le Psychological Review. Il développa et précisa ensuite ses idées dans divers articles et dans plusieurs ouvrages, dont le principal est Behaviorism,
publié pour la première fois en 1925. Bien que Watson lui-même n'ait pas apporté de découvertes empiriques considérables, l'influence des idées qu'il a ainsi exprimées et du véritable manifeste qu'il a lancé en 1913 fut telle aux États-Unis et par contre-coup dans tout le reste du monde que l'on a pu parler à ce sujet de rupture dans le champ de la psychologie. Pour toute la psychologie qui se réclame du qualitatif scientifique, c'est-à-dire d'abord, certes, pour la psychologie expérimentale générale, mais aussi pour d'autres secteurs de la psychologie, et même au-delà de celle-ci, pour des domaines tels que la biologie, ce qui nous intéresse dans cet exposé d'ailleurs, la notion de comportement, behavior, devient alors la notion de référence. La théorie behavioriste fait du comportement observable l'objet même de la psychologie. L'environnement y est l'élément clé de la détermination et de l'explication des conduites humaines. La plupart des théories de l'apprentissage reconnaissent trois grandes variables dans le processus: l'environnement, qui stimule, l'organisme, qui est stimulé, et le comportement, ou la réponse de l'organisme par suite de cette stimulation. Donc on est dans un schéma classique: stimuli, réponse de l'individu, réaction. Sans nier la réalité de l'individu et de son fonctionnement interne, les behavioristes classiques ne s'en occupent pas directement. En effet, leur objectif est de spécifier les conditions et le processus par lesquels l'environnement contrôle le comportement, sans faire référence à des variables internes considérées comme non observables et hypothétiques. Le schéma selon lequel ils travaillent met entre parenthèses l'individu, qu'ils considèrent comme une boîte noire. Toutes les questions relatives à la conscience sont ainsi écartées de leur champ d'étude. Ce schéma, pouvant être assimilé au schéma du conditionnement classique pavlovien, a été modifié par Skinner, car ce conditionnement pavlovien n'explique que les apprentissages liés à des stimuli dits inconditionnels, c'est-à-dire des stimuli provoquant des réponses inconditionnelles liées à la phylogénèse de l'espèce. Ainsi, le deuxième schéma classique est celui du conditionnement opérant. Ce schéma introduit deux nouvelles variables, l'environnement et les conséquences sur l'organisme, pouvant être positives ou négatives. Ce schéma n'est plus linéaire car ce n'est pas un stimulus qui déclenche la réponse, c'est un stimulus qui l'évoque. La réponse au comportement étant sélectionnée par des conséquences sur l'organisme et sur leur environnement, les conséquences qui sont propres à chaque organisme. C'est pour cela que l'étude de la classification des stimuli et des réponses ne peut s'effectuer qu'a posteriori. Le conditionnement opérant explique les comportements appris lors de l'ontogénèse dont je vous ai parlé tout à l'heure. La différence fondamentale entre le conditionnement classique et opérant est que le conditionnement opérant présuppose un être actif dans son environnement. Cette théorie a eu un succès considérable au début du XXe siècle et donné la primauté à l'acquis, comme je vous l'ai dit, d'autant qu'après le désastre de l'idéologie nazie, il n'était pas de bon ton de valoriser la transmission génétique. Cependant, dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'apparition de la biologie moléculaire et la découverte de la structure en double hélice de l'ADN en 1953 par Watson, entre autres, permit à cette discipline de connaître d'importants développements pour devenir un outil incontournable de la biologie moderne à partir des années 70. Cette fin du XXe siècle, subjuguée par la découverte puis le décryptage de l'ADN, s'est focalisée dès le début des années 90 sur un projet public de séquençage du génome humain, projet dit Apollo de la biologie, et qui a créé beaucoup d'espoir, même tous les espoirs, peut-on dire. La fin du projet Génome humain était initialement prévue en 2005, mais les progrès accomplis en matière de séquençage au cours des années 90 a été tel, et le soutien financier renouvelé des institutions de tutelle aussi, ont permis d'aboutir bien avant cette date. Une première ébauche de la séquence du génome humain a été célébrée en juin 2000 à la Maison-Blanche, et le travail de finition s'est achevé en avril 2003 avec 2 ans d'avance, ce qui est assez rare pour des projets de cette envergure. Dès lors, tout devait s'exprimer et s'expliquer par la cartographie humaine que représentait un génome humain. Plus encore, il devait permettre de comprendre et d'analyser l'évolution des espèces grâce au rapprochement des différents génomes. L'affaire était close. L'association de la biologie moléculaire, de la connaissance du génome et au deuxième schéma de conditionnement opérant de la théorie behavioriste
tout était expliqué avec un plus incontestable de la théorie inéiste. Si l'on se permettait une métaphore avec le domaine de l'informatique, l'ADN était non seulement le programme, mais l'ensemble des données de l'humanité. Mais voilà, d'autres questionnements sont apparus à la fin du XXe siècle. Tout d'abord, contrairement à ce qu'on imagine souvent, la biologie n'est pas une science unifiée. Sans rentrer dans les détails, on peut distinguer deux grandes tendances. La première de ces attitudes peut être qualifiée d'intégriste ou d'évolutionniste. La seconde s'intéresse au système que forme chaque être vivant et qui peut être qualifié de réductionniste. Le second s'intéresse au programme génétique, le premier à son histoire, ses dérives et les lois qui expliquent les changements. Est-ce que 25 000 gènes humains peuvent expliquer toute l'ontogénèse, c'est-à-dire toute l'histoire d'un individu de sa conception jusqu'à sa mort? Est-ce que le conditionnement opéré associé au génome peut expliquer la complexité de l'acquis de l'être vivant? Voilà les questions qui sont posées en cette fin du XXe siècle. Nous nous trouvons là non seulement face à un questionnement scientifique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, également à un questionnement sociétal et philosophique. La société moderne, égalitariste, veut donner toutes les chances à chaque individu et par conséquent considère l'acquis comme essentiel car de la responsabilité de la société. Problème politique, si on peut dire. Cette vision induit le libre arbitre et la responsabilité individuelle. Cette vision s'étend d'ailleurs au-delà des clivages politiques, pour des raisons totalement différentes. La gauche attachée à l'égalitarisme et au rôle correctif de la société, la droite attachée à la responsabilité individuelle et de la sanction conséquente. Donc les deux sont d'accord. Mais la science, par définition déterministe, aux mêmes causes, mêmes effets, en pénétrant le fonctionnement du vivant, permet aujourd'hui de comprendre et d'interpréter l'immensité de l'inné avec un bémol. Comment expliquer, avec un génome de 25 000 gènes, une telle complexité? Comment expliquer l'immense différence entre un drosophile, qui est un insecte, une mouche, et un homme avec un génome si peu différent? 1% de gènes différents. C'est alors qu'un autre paradigme est venu au secours de ces contradictions, c'est l'émergence de l'épigénétique. À Paris en 1942, ce n'est qu'après le formidable développement de la génétique et de la biologie moléculaire et les interrogations qui subsistaient, que celle-ci a pu revenir au premier plan de la recherche scientifique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un paradigme entraîne des interrogations sur ce paradigme et son évolution. Alors qu'est-ce que l'épigénétique? C'est souvent à Conrad Hamilton qu'on attribue l'invention du terme épigénétique en 1942 pour nommer la branche de la biologie qui étudie les relations de cause à effet entre les gènes et leurs produits, faisant apparaître le phénotype. La première mention de l'épigénétique dans la littérature est apparue au milieu du XIXe siècle, mais on peut faire remonter l'origine du concept à Aristote. Il croyait déjà en épigénèse, c'est-à-dire au développement d'une forme organique individuelle dérivée de l'informe. Ce point de vue contesté était le principal argument contre une forme de développement à partir de minuscules corps déjà formés. Encore aujourd'hui, la question de savoir dans quelle mesure nous sommes préprogrammés ou façonnés par l'environnement continue à susciter des controverses. Les domaines de l'épigénétique, qui est apparu pour combler la brèche entre l'inné et l'acquis, au XXIe siècle, la définition la plus courante de l'épigénétique est l'étude des changements héréditaires dans les fonctions des gènes ayant lieu sans altération de la séquence ADN. Mais voyons ce que les scientifiques qui travaillent dans ce domaine ont à dire sur ce sujet. Donc je citerai un des grands maîtres de l'épigénétique, Thomas Génuven. On peut sans doute comparer la distinction entre la génétique et l'épigénétique à la différence entre l'écriture d'un livre et sa lecture. Une fois que le livre est écrit, le texte, les gènes ou l'information sous forme d'ADN seront les mêmes dans tous les exemplaires distribués au public. Cependant, chaque lecteur d'un livre aura une interprétation légèrement différente de l'histoire qui suscitera en lui des émotions et des projections personnelles au fil des chapitres. D'une manière très comparable, l'épigénétique permettrait plusieurs lectures d'une même matrice, le livre ou le code génétique, donnant lieu à diverses interprétations selon les conditions dans lesquelles on interroge cette matrice. Personnellement, j'irai plus loin pour dire que la génétique
Personnellement, j'irai plus loin pour dire que la génétique, les gènes ou l'information stockée sous forme de gènes, constitue le dictionnaire, l'ensemble des mots à notre disposition, alors que l'épigénétique constitue justement le livre, l'agencement des mots jugés utiles, pris dans ce dictionnaire, pour s'exprimer, transcender le ressentir et influencer sur le monde extérieur par la transmission. Plus de 50 ans ont passé depuis la première publication par Watson sur la structure tridimensionnelle de l'hélice d'ADN. Maintenant que la théorie darwinienne de l'évolution a fait son chemin dans les esprits, la découverte que l'ADN code pour les caractéristiques héréditaires est largement acceptée. Lorsque Crick nous a quittés, l'ampleur de la couverture médiatique a montré combien cette notion était reconnue bien au-delà de la communauté scientifique. Cependant, nous commençons à nous rendre compte que les théories de l'évolution centrées sur les gènes ont une portée limitée. Le maître-plan génétique, tout comme une partition musicale complexe, reste sans vie sans un orchestre de cellules, les musiciens, et leur épigénotype, les instruments, pour l'interpréter. La science lève aujourd'hui le voile sur la manière dont se joue notre partition génétique, l'interprétation étant apparemment radicalement différente d'une génération en l'autre, sans que l'ADN n'ait subi de changement. Le domaine de l'épigénétique cherche à déterminer comment les mécanismes régulant la maturation moléculaire des gènes influent sur la fonction génomique. Parmi les facteurs épigénétiques, on compte à la fois l'organisation spatiale, tel l'enroulement d'ADN autour des protéines nommées histones, et l'étiquetage biochimique. Il existe des centaines de types de cellules différentes dans le corps, bien que chacune ait le même point de départ. Les caractéristiques d'un neurone sont bien différentes de celles d'une cellule hépatique ou cardiaque. Pour les quelques 30 000 gènes que compte le génome humain, l'importance du silence, comme dans toute interprétation orchestrale, ne doit pas être sous-estimée. Au fur et à mesure que les cellules se développent, leur destinée est régie par l'utilisation sélective et la mise sous silence des gènes, c'est-à-dire l'inhibition de certains gènes. Ce processus dépend des facteurs épigénétiques. Les profils de méthylation, c'est un phénomène chimique de l'ADN, jouent un rôle dans toutes sortes de phénomènes où les gènes sont activés ou désactivés, qu'il s'agisse de la tache de violet sur une pétale de pétunia ou du développement de tumeurs malignes. L'incapacité à réduire certains gènes au silence peut générer une dangereuse cacophonie. Une méthylation insuffisante de l'ADN peut altérer l'organisation de la chromatine, ce qui influencera ensuite les gènes qui seront mis au silence, inhibés, après la division cellulaire. Une méthylation excessive peut anéantir le travail des gènes suppresseurs de tumeurs et de réparation de l'ADN qui ont un rôle protecteur. Des épimutations de ce genre ont été observées dans toutes sortes de cancers. Ces découvertes en épigénétique ouvrent la voie à l'exploration de nouvelles possibilités thérapeutiques énormes. L'épigénétique fournit également au matériel génétique un moyen de réagir à l'évolution des conditions environnementales. Bien que les plantes n'aient ni système nerveux ni cerveau, leurs cellules ont la faculté de mémoriser les changements saisonniers. Chez certaines espèces bisannuelles, cette aptitude est liée à leur capacité de fleurir au printemps quand elles détectent des températures ambiantes plus clémentes. Des recherches sur certains types de cressons ont permis de montrer que l'exposition au froid durant l'hiver provoque des changements structuraux dans la chromatine, donc les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui réduisent les gènes de la floraison oscillante, les inhibent et empêchent une floraison en période de froid. Ces gènes sont réactivés au printemps lorsque les journées plus longues et plus chaudes deviennent propices à la reproduction. L'environnement peut aussi susciter des changements qui auront des effets sur les générations futures. Des études de laboratoire sur des souris consanguines ont récemment démontré qu'un changement de régime alimentaire peut influencer leur progéniture. Elles peuvent avoir un pelage brun, jaune ou tacheté en fonction de la manière dont le gène agouti et méthylé au cours de développement embryonnaire. Lorsque les femelles en gestation ont reçu une alimentation avec compléments riches en méthyle tels que l'acide folique ou la vitamine 12, leur progéniture a surtout développé un pelage brun. La plupart des petits mis au monde par des souris témoins qui n'avaient pas reçu de complément avaient un pelage jaune. Même patrimoine génétique, mais avec une évolution différente.
Tout comme le chef d'orchestre inspire la dynamique de l'exécution d'une symphonie, les facteurs épigénétiques gouvernent l'interprétation de l'ADN à l'intérieur de chaque cellule. La compréhension de ces facteurs pourrait révolutionner la biologie de l'évolution et du développement et influer ainsi sur des pratiques allant de la médecine à l'agriculture. En guise de réponse à Watson, l'alphabet génétique serait plutôt la parole de Dieu et sa traduction serait la main. L'ADN constituerait donc la masse de données du vivant, mais le programme serait ailleurs et beaucoup plus complexe. Je ne rentrerai pas sur le développement scientifique fabuleux autour de l'épigénétique, mais son développement nous amène vers des sphères jusque-là inconnues. Tout scientifique se plaît à trouver l'unicité de son axiome de travail. Ainsi, le physicien cherche toujours le champ universel qui exprimerait la totalité de la physique, et la biologie, le programme universel du vivant. Nous avons vu que la théorie du behaviorisme ne s'intéresse pas à la boîte noire que constitue le vivant, avec sa complexité interne, mais avec l'interactivité de celui-ci avec le monde extérieur, avec son environnement. La génétique et la biologie moléculaire, elles, s'intéressent au fonctionnement interne du vivant. L'épigénétique veut comprendre le mécanisme d'interaction et de fonctionnement entre ce monde interne et externe. Elle s'interroge sur la pertinence de l'analyse d'un sous-système en le coupant de tout. L'épigénétique serait donc le lien entre les facteurs exogènes à l'organisme, ce qui vient de l'extérieur, vivant, à l'origine vivant, et ces mécanismes de développement endogènes, c'est-à-dire leur répercussion sur l'évolution de l'organisme lui-même. L'épigénétique interprète l'environnement en captant les stimuli de l'extérieur et les composants physiques externes, et met en marche le module génétique. En informatique, on dirait que c'est un sous-programme qui est induit par les stimuli externes. Ainsi, est mis en exergue le fait que la réalité n'est pas linéaire, mais dynamique. Elle est constituée d'un feedback permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Mais au-delà de cette fonction d'interface, l'épigénétique aurait également une fonction de mémorisation de ces modes opératoires, de ce qui est l'acquis de la connaissance. Un peu comme les programmes d'intelligence artificielle qui se bonifient à l'usage en gardant en mémoire les résultats antérieurs. Nous pouvons dire que la génétique est constituée de l'hérédité irréversible, alors que l'épigénétique constituerait l'hérédité réversible. Cette réversibilité s'exprime par le processus que je vous ai indiqué tout à l'heure, de la méthylation et déméthylation de l'ADN, qui permet soit l'expression d'un gène, soit le mutisme du gène. Pour finir, je citerai quelques exemples spectaculaires sur cette mémorisation de la vie. Comme nous l'avons vu, de nombreux phénomènes appelés modifications épigénétiques peuvent se produire spontanément en réponse à l'environnement ou à des événements extérieurs. Des récentes découvertes dues aux travaux des professeurs Marcus Pembrey et Lars Birken ont permis de créer un nouveau plan d'études génétiques autour de ces questions. Suite à quoi, certains chercheurs juifs se sont naturellement penchés sur les spécificités de la Shoah et son influence potentielle sur les populations des descendants. Le docteur Rachel Yehuda du Mount Sinai School of Medicine de New York a ainsi fait des découvertes stupéfiantes. L'Holocauste est bel et bien inscrit dans l'héritage génétique des enfants et petits-enfants des rescapés. Ces rescapés de la Shoah, ayant subi des forts traumatismes, appelés post-traumatic stress disorder, ou en français névrose post-traumatique, ont transmis à leur descendance, entre autres, un élément codant la production d'un plus faible niveau de cortisol, un élément qui se trouve dans l'organisme, qui implique une plus grande nervosité, un plus grand stress que la normale. Les mêmes résultats ont été prouvés sur des enfants de victimes d'attentats du 11 septembre 2011. Ces marqueurs sont d'autant plus forts que c'est la mère qui transmet ce message subliminal épigénétique. Voilà, on peut rapprocher tout ça un peu de notre judaïsme et de notre manière de penser la transmission. Le deuxième exemple provient d'un travail très intéressant du professeur Moshe Zif, encore juif d'ailleurs, et de son collègue Michael Minet de l'université de McGill de Montréal sur l'épigénétique.
Des jeunes chercheurs de son laboratoire ont isolé l'ADN des cellules de l'hippocampe, qui est une partie du cerveau qui est importante pour la mémorisation et l'apprentissage. Donc l'hippocampe du cerveau des suicidés. Et ont cherché des traces qu'auraient pu laisser des mauvais traitements infligés au plus jeune âge à ces individus. Or, un gène clé des cellules de l'hippocampe ne fonctionnait plus correctement. Le gène n'était certes pas abîmé ou inexistant, mais un marquage chimique l'avait rendu inopérant, inhibition du gène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour comparer, les chercheurs ont décidé d'examiner d'autres cerveaux, notamment des cerveaux de victimes d'accidents qui avaient mené une vie heureuse jusqu'à leur décès sans aucun incident particulier. Et chez eux, le gène en question n'avait pas été affecté, donc expression du gène. Vous voyez comment on introduit dans notre patrimoine véritablement humain, dans notre structure humaine, des phénomènes qui, a priori, n'ont rien à voir avec la biologie. Le professeur Ziff en conclut que les événements de la petite enfance marquent le cerveau, ce que tous les psychologues disent. Ce marquage reste et peut déclencher quelque chose de maladif. Dans ce cas qui est étudié, c'est le suicide. Par là, il va bien au-delà de la maltraitance. Ce qui suppute fait apparaître sous un éclairage nouveau les relations entre l'environnement, les gènes, le comportement. Le marquage chimique des gènes déterminés pourrait donc constituer la charnière longtemps recherchée, grâce à laquelle il est possible de trouver que l'environnement agit sur l'hérédité. C'est par la fixation ou l'enlèvement de groupes méthyl, appelés méthylation ou déméthylation, que les cellules modifient donc l'activité individuelle de leurs gènes. Le professeur Ziff y voit la promesse d'une percée interdisciplinaire qu'il vise depuis le début de sa carrière, puisqu'il a d'abord commencé par la philosophie, en ayant étudié la philosophie en Israël, et ce n'est qu'ensuite qu'il s'est tourné vers la génétique. Le professeur Ziff s'étonne, à juste titre, que les sciences de l'esprit et les sciences naturelles soient entièrement séparées, comme si l'esprit et le corps n'avaient rien à se dire. Il précise qu'il veut comprendre comment ils communiquent, ce qu'on essaie de faire. De nombreuses études récentes laissent à penser que l'arrangement épigénétique peut être transmis de génération en génération, aux générations suivantes. Toutefois, à la différence des maladies génétiques classiques, on n'est pas tout à fait impuissant face au problème épigénétique, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est des phénomènes réversibles. La méthylation-déméthylation est donc un processus réversible par des substances soit pharmacologiques, mais aussi alimentaires, par des nouvelles thérapies comportementales. Donc on voit aussi, pour nous juifs, l'implication de l'alimentaire dans l'existentiel même, ce qui revient à notre fameuse déclaration de nos rabbins sur la cacheroute en disant « on est ce que l'on mange ». Et c'est un peu intéressant à voir la relation. Revenons donc à notre duel Lamarck Darwin, puisque c'est la grande compétition du XIXe siècle. Le darwinisme est une théorie de l'évolution fermement défendue par les scientifiques jusqu'à nos jours, l'évolutionnisme. Personne n'ose critiquer l'évolutionnisme. Cette théorie, par opposition au lamarckisme, prône un principe de sélection naturelle par le hasard. La théorie de Darwin est la suivante. Certaines mutations surviennent dans les gènes des êtres vivants. Comme vous l'avez dit, chaque développement de cellules implique des reproductions et parfois des mutations. Ces mutations tout à fait naturelles entraînent de légères variations des caractères chez les individus. Parmi les individus mutants, certains seront plus adaptés que d'autres à l'environnement actuel et présent. Seuls les êtres les mieux adaptés à ces environnements survivent, les autres meurent et disparaissent. L'évolution de l'espèce serait donc due au hasard. Pour Lamarck, qui n'a pas été suivi à son époque, pour Lamarck, les êtres vivants possèdent dans leur programme les éléments nécessaires à leur évolution et à leur adaptation à leur environnement. Les individus mutent et s'adaptent progressivement à l'environnement. C'est ce qu'on appelait l'évolutionnisme. Ainsi, la différence principale entre le darwinisme et le lamarckisme est que Darwin propose que les variations viennent de mutations dues au hasard, alors que Lamarck suggère que les individus ont la capacité de se transformer légèrement
pendant leur vie pour transmettre ces transformations à leurs descendants. Cependant, en son temps, Lamarck a été incapable de démontrer la nature endogène de l'organisme lui permettant de s'adapter. Donc l'épigénétique, en cette fin du XXe siècle, vient à son secours et tente à lui donner raison. Ainsi, ce que Darwin appelait le hasard ne serait que la méconnaissance du processus complexe et inconnu à l'époque. N'oublions pas que la science a pour essence la répétabilité, la notion que même cause aboutissent les mêmes effets. Elle est donc déterministe. Mais, me direz-vous, et le hasard et toutes les théories probabilistes dans... et toutes les théories probabilistes dans toutes les branches de la science, qui sont multiples et variées d'ailleurs. C'est là qu'il faut se demander si le hasard, les théories probabilistes, ne seraient pas tout simplement la modélisation de la méconnaissance. Et c'est la lacune du savoir. C'est-à-dire qu'on crée un modèle pour essayer d'expliquer ce que l'on ne comprend pas. Et plus la science avance, plus on comprend, et donc plus le hasard recule. L'épigénétique nous amène donc à réfléchir à cette interrogation fondamentale. Et à d'autres interrogations philosophiques, voire mystiques. Et si la combinaison de la génétique et de l'épigénétique nous amenait tout simplement à conclure à ce que l'acquis était inné? C'est tout un paradigme sociétal qui tomberait. Et si l'apprentissage modifiait notre patrimoine héritaire, non seulement du point de vue génétique, mais également au point de vue cytoplasmaire, et se transmettait de génération en génération, permettant ainsi non seulement l'évolution des espèces, mais l'évolution du savoir. Un enfant de notre génération aurait accumulé beaucoup plus de savoir des générations antérieures. En biologie, le XXe siècle a été le siècle du noyau cellulaire et de la biologie moléculaire. Le XXIe siècle serait-il celui du cytoplasme et de l'épigénétique? Mais alors, que deviendrait notre libre arbitre? Que deviendrait la responsabilité individuelle? Que deviendrait le mode sociétal et social sur lequel a été basée l'humanité? Mais cela sera l'objet d'une nouvelle planche. Les gènes ne sont modifiés que par des événements extérieurs, négatifs, ou est-ce que le positif pourrait aussi éventuellement faire évoluer le code génétique? Et y a-t-il une notion de durée? C'est-à-dire, est-ce qu'un événement violent, mais bref, peut amener à une modification génétique? Et dernière question, c'est est-ce qu'un gène modifié par l'épigénétique, par phénomène épigénétique, est aussi fort quand il est confronté à d'autres gènes en vue de constituer un nouvel être? Non, ça va? Jamais. Bon, merci. Alors d'abord, comme je l'ai dit dans l'exemple précité, le marquage épigénétique arrive aussi bien pour le phénomène de l'Holocauste, de la Shoah, puisque tous ceux qui ont vécu la Shoah ont eu ce marquage, mais également ceux qui ont été victimes d'un événement subit, bref, comme l'attentat du 11 septembre, puisque eux aussi ont été marqués. Mais il y a des exemples multiples et variés où vraiment on s'aperçoit que l'épigénétique ouvre des domaines énormes. Parce qu'en fait, si tu veux, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, 25 000 ou 30 000, parce que là on donne entre 25 et 30 000 le nombre de gènes d'un être humain définitif, c'est rien par rapport au développement humain, avec tous ces comportements, avec toutes ces expressions. C'est pour ça que moi, plutôt que d'une mise en musique, je dirais, des gènes, moi je préfère l'idée de dire que l'ADN, ce sont des lettres, que les gènes sont des mots, et que l'épigénétique, c'est le livre. On a un dictionnaire avec quelques centaines de milliers de mots, et pourtant, les histoires qu'on peut raconter sont infinies. Donc, la manière dont on agence les choses influe énormément.
C'est une question, c'est pour ça que je vous ai fait cette planche, c'est une question qui m'interpelle depuis que j'ai 15 ans, parce qu'elle induit aussi le problème de la différenciation cellulaire. Pourquoi une cellule naissante, qui est un œuf initial, va se diviser identique à lui-même pendant un certain temps, et puis à partir d'un certain moment, va se différencier, se diviser différemment et créer des cellules très spécifiques qui n'ont rien à voir, comme une cellule cardiaque, une cellule hépatique. Je parle sous le contrôle de mon ici parce que je ne suis pas médecin. Si je dis une grande connerie, tu me le dis. Donc il y a quand même une interrogation énorme. Et les expériences qui ont été faites sur ce qu'on appelle le gastrula, c'est-à-dire la première partie de développement de l'œuf, c'est-à-dire les cellules lorsqu'elles restent identiques, des expériences ont été faites en inversion des cellules. Donc, et à ce moment-là, l'embryon s'est développé identique, comme s'il n'y avait pas eu de perturbation. Ce qui veut dire que ce n'est pas dans le contenu de la cellule qu'il y a l'information de différenciation, mais dans la topologie et dans des informations d'échange entre les unes et les autres. Donc il y a des phénomènes comme ça qui sont extrêmement... et l'épigénétique répond un peu à cette question. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un patrimoine génétique qui contient l'essentiel des données de développement humain qui nous permet d'avoir un œil bleu, un œil vert, etc. Et d'ailleurs, même dans ces expressions-là, on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle des gènes récessifs et des gènes dominants. Donc il y a un gène qui s'exprime et un gène qui ne s'exprime pas. Donc l'épigénétique amplifie ce phénomène par différentes interactions. Donc ces quelques gènes ne sont pas suffisants pour expliquer la totalité des choses. Et l'épigénétique serait justement ce qu'on appelle en langage technologique l'interface. Ce qui perçoit par des palpeurs, des capteurs, les informations externes et qui permet de les transmettre à un élément interne qui va les analyser et réagir en fonction de ça. Et c'est cette interprétation-là qui est fondamentale, parce que c'est elle qui permet de la complexité et qui, de mon point de vue, explique beaucoup plus l'évolutionnisme dont tout le monde se pose la question que l'effet du hasard. Parce que l'effet du hasard, pour moi, mathématicien, la probabilité qu'un seul des événements complexes de la création d'une molécule complexe est nulle. Alors, si on voit l'univers, c'est encore plus nul. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un simple effet du hasard. Il y a une forme de déterminisme. Alors, je sais que ça choque certains, parce que les gens, quand on parle de ça, parlent de créationnisme. Oui, le créationnisme, c'est un terme religieux. Le déterminisme est courant pour tous les scientifiques. Donc, c'est deux choses très différentes. Mais donc, je pense qu'effectivement, il y a tout un développement qui va être fabuleux autour de ça. Peut-être que dans le cytoplasme, justement, dans les mitochondries, dans différents éléments qui n'ont jamais été vraiment perçus comme des éléments essentiels dans la cellule, se trouvent des éléments essentiels, justement, pour l'interprétation de l'environnement et la connexion avec l'extérieur. Donc, quand tu me dis, effectivement, la Shoah, c'est un phénomène long et très fort, mais un attentat, peut-être une agression grave contre un enfant, peuvent marquer. Tous les psychologues disent que c'est dans les 6 premières années que se marque un individu, mais la psychologie n'essaie pas d'expliquer chimiquement, biologiquement, ce que traduit justement tous ces phénomènes psychologiques. Or, justement, l'épigénétique montre qu'il y a peut-être un lien entre tout ça. Dans certains domaines qui touchent à la psychanalyse pure, et notamment dans certaines névroses obsessionnelles par exemple, les psychiatres ont pu envoyer en psychanalyse des névroses obsessionnelles parce qu'ils pensaient que c'était la psychanalyse le seul moyen de pouvoir guérir la symptomatologie de ces névroses obsessionnelles. Et on s'est aperçu, je crois que c'était des découvertes qui ont été faites entre 1960 et 1970, on s'est aperçu que souvent ces névroses obsessionnelles étaient en fin de compte motivées par des tumeurs, qui étaient des tumeurs cancéreuses,
qui évoluaient à bas bruit, qui étaient précisément des tumeurs de certains lobes de l'hippocampe dont il parlait tout à l'heure. Moi, je ne connais pas le biologique du tout, mais simplement, c'est pas la même chose. Le cas d'un adulte qui souffre comme la de névrose obsessionnelle grave, oui. Et le cas d'un enfant ou d'un tout-venant ou d'un jeune adulte qui vient parce que dans sa vie affective, il y a une dépression, il y a quelque chose. Nous, on travaille dans le monde émotionnel, on n'est pas dans la... Et même dans ce monde émotionnel, il y a avec des cures, des moments d'analyse ou de travail, on peut l'appeler. Mais j'ai bien saisi ta démarche. Il y a des... Enfin, moi, j'ai assisté il y a un an à un congrès comme ça. Je suis incapable de vous retransmettre les expériences précisément parce que je les ai oubliées. Mais j'ai été fascinée parce qu'effectivement, il y a des corrélations. Alors, c'est pas génétique, mais c'est avec des parties du cerveau, alors que je suis des neurotransmetteurs, etc. Oui. Et c'est tout à fait en lien. Non, mais j'ai bien compris ta démarche. C'est très intéressant. Il y a des incidences biologiques. Je ne cherche pas à contredire ce que tu dis. Tant mieux, même l'autisme, si on peut le soigner génétiquement. Simplement, je dis contente. Pour certaines maladies, on a pu évoquer des causes, des traitements qui étaient purement psychanalytiques. Une névrose obsessionnelle, ça ne peut se traiter que par une analyse. Et on a découvert entre 60 et 72, je crois, des tumeurs cancéreuses qui étaient précisément certaines tumeurs du lobe de l'hippocampe et qui, en fin de compte, se sont manifestées a posteriori 10 ou 20 ans après, mais qui évoluaient à bas bruit et qui étaient précisément l'origine de ces névroses obsessionnelles. Et on croyait qu'il y avait des événements affectifs. Voilà. Alors, l'autre chose que je voulais dire, mais pour ton exposé infiniment brillant, qui a été très intéressant, c'est que, dans une certaine mesure, Bergson, dans l'évolution créatrice, a émis certaines hypothèses là-dessus. Et l'idée de Bergson, c'était que, de toute manière, lui, qui était profondément croyant et qui pensait réellement que le monde matériel dans lequel nous vivons est mu par la vie, cette vie qui est créée par Dieu, c'est son avis, c'est pas l'avis de tout le monde, hein, mais c'était l'avis de Bergson. Bon, et Bergson a émis cette idée que la vie est un mouvement, est une force qui de toute manière est innée et qu'elle pousse pour sortir, pour créer la vie, et qu'elle lutte en permanence avec la matière, qui elle est absolument inerte. Et la conclusion de Bergson, c'était que la vie lutte contre cette matière, mais que souvent on ne sait pas où va aller le résultat, parce que la matière peut amener des blocages à des moments où on ne les attend pas, et la vie est obligée de contourner. On a, de façon tout à fait matérielle, les gens qui pratiquent le jardinage ont cette observation que l'on peut faire tous les jours. Vous avez des arbres qui sont à racines traçantes, c'est-à-dire des arbres qui plongent les racines très profondément, et les racines, elles serpentent sur 10 ou 20 mètres, et elles ressortent 10 ou 20 mètres. Et ces racines, elles peuvent tomber sur les fondations d'une maison, eh bien, elles les contournent. Il le sait, Charles, ça, par exemple. Hein. Elle les contourne, et on peut avoir des voisins qui te plantent un arbre à 50 mètres, et 10 ans plus tard, tu vois des rejets chez toi, tu dis d'où est-ce que ça vient. Et pourtant, il n'y a pas de système nerveux dans une plante. Absolument, absolument. Voilà. Ouais, tout, mais ça, c'est un être vivant, un arbre. Oui, mais tout simplement. Alors, je voudrais d'abord remercier le docteur Abitbol d'avoir posé les bonnes questions, de poser un véritable problème, et puis remettre quelques idées en place, quand même, si je peux me permettre. Alors d'abord, la force de la génétique, elle est signalée dans plusieurs endroits. Par exemple, les requins qui sont élevés sans leurs parents, sans leur mère, sans leur père, frappent automatiquement les gros poissons aux bons endroits pour les tuer, sur la ligne latérale, sans qu'on leur ait jamais appris. Donc c'est inscrit dans leur cerveau. Ils n'ont pas besoin d'apprendre. C'est donc un comportement qui est inné, qui n'est même pas acquis. Chez l'homme, on peut citer Bobby Fischer, qui a appris les échecs sur un petit échiquier en plastique. Il a appris le mode d'emploi sur la boîte. Il n'était pas entouré de joueurs d'échecs, puisqu'il n'avait pas ni son père ni un club. Il était d'emblée très fort. Donc là, il s'agit manifestement de prédisposition génétique. Personne ne peut dire le contraire. Alors je voudrais remettre quand même certaines idées en place.
Tu as parlé des cellules, de l'ADN, etc. On sait qu'il existe dans le noyau 250 récepteurs hormonaux. Sur ces 250, on a actuellement identifié une centaine d'hormones qui agissent et qui donc modifient les productions de protéines des cellules. C'est donc ça l'épigénétique, c'est-à-dire que le monde extérieur agit par le froid, le chaud, le stress, tout ça, et puis la cellule reçoit des instructions de 200 hormones. L'une des plus importantes, c'est d'ailleurs la testostérone, qui chez l'homme provoque la venue de la force musculaire, de l'envie de vivre, de l'érection, de beaucoup de choses très agréables, très fortes. Et on peut... Alors, le problème central est celui-ci. Un traumatisme, une expérience, une tradition, un apprentissage peut très bien impacter une zone du cerveau. Tu citais l'hippocampe, mais il y a d'autres zones du cerveau qui sont marquées, évidemment. Mais quand nous nous reproduisons, je te rappelle que c'est avec les spermatozoïdes et les ovules. Quand tu es marqué par le traumatisme de la Shoah ou si tu es dans une famille où on joue très bien aux échecs, ou bien une famille de violonistes, par exemple, tu peux très bien avoir un cerveau qui est remodelé sur le plan hormonal et qui est fonctionnel pour jouer aux échecs ou faire du violon, etc. Mais ton spermatozoïde ne sera pas modifié pour autant. Il faut séparer la reproduction de l'individu et sa vie. Au cours de sa vie, il est évident que ces mitochondries, ces organismes cellulaires sont modifiés, bien entendu. Mais le problème n'est pas là. Le problème est dans la transmission, dans la reproduction de ce que toi, tu as pu apprendre. Tu comprends? Donc, la transmission, a priori, est génétique. Les phénomènes épigénétiques que tu évoques sont réels, bien entendu. Mais de là à penser qu'il y a une transmission automatique, de l'apprentissage, par exemple, ça, je pense que c'est une aberration au plan médical, au plan biologique. Si on isole un enfant, si on le sort de sa famille... L'enfant sauvage. Voilà, l'enfant sauvage de chanson, le livre que tu as lu, bon, ben, prouve à satiété que l'enfant qui est élevé près de Clermont-Ferrand, dans les montagnes, communiquait avec les loups, n'avait pas développé de langage humain, et on n'a jamais pu, les plus grands psychiatres de l'époque, il y avait Sivadon, Piaget et d'autres, qui ont essayé de lui apprendre, n'ont jamais réussi à lui apprendre. Il a réussi à manger avec un couteau, une fourchette, parce qu'à l'époque c'était extrêmement important, mais rien d'autre, pas de langage. Donc... L'expérience sur les jumeaux homozygotes par les Américains après la guerre. Tout à fait. C'est des homozygotes, donc ils ont le même patrimoine génétique. Et donc c'est sur l'attachement. Donc il y a un des jumeaux qui est élevé dans un milieu très affectif, mais ça, c'est le bazar, voilà. Mais c'est très chaleureux, mais c'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'hygiène. Et il y en a un autre qui est élevé avec une hygiène stricte, des nurses, avec des... Alors évidemment, vous allez deviner la suite, c'est-à-dire que c'est le jumeau qui a été élevé avec des infirmières tout en blanc, sans infection, mais à des heures très strictes de tétée, de nourrissage, etc., qui ont développé des troubles d'envahissement du développement. Bien sûr, ça c'est normal, c'est l'impact de l'environnement. Bien sûr. D'ailleurs, moi je tète jamais à la même heure, c'est pour ça que je m'efforce de téter à des heures très différentes au cours de la journée. Mais le problème n'est pas ça, le problème c'est la transmission des caractères aux enfants et aux petits-enfants. Là justement, l'exemple de ces travaux sur, par exemple, les enfants et petits-enfants des victimes de la Shoah montre justement qu'il y a eu cette inhibition, exagération de l'expression d'un gène qui s'est transmis. Parce que, effectivement, ce que tu dis, c'est la vraie question, c'est la question fondamentale, c'est-à-dire, est-ce que la connaissance se transmet, est-ce que l'acquis se transmet ou pas? Or, là, on est au balbutiement d'une branche de la science, qui est l'épigénétique, où certaines expériences, quand même, interpellent, parce que c'est vrai qu'on... Moi, je pense, par exemple, à Isabelle, sur la psychologie, etc., on sait très bien qu'en psychologie, en psychanalyse,
on parle des symboles fondamentaux, des symboles universels. Tout le monde a les fameux symboles de Jung. Tout le monde, dans toutes les populations par la Terre, ont les mêmes symboles. Pourquoi? C'est pas si évident que ça, que la mer représente effectivement ce qu'elle représente, que le serpent représente ce qu'il représente, etc. Enfin, les psychanalystes connaissent ça, mais les symboles fondamentaux. Pourquoi, dans toute la planète, on a les mêmes symboles fondamentaux? Est-ce que justement, il n'y a pas justement cette empreinte ancestrale au travers des âges qui nous laisse quelque chose de l'ancien? Bien entendu, la transmission ne se fait pas de manière totale, Dieu merci, pour différentes raisons, parce qu'il y a des choses qu'on a envie de perdre et d'oublier, puis il y a des choses qu'on a envie de... Si effectivement tout l'apprentissage était transmis, on serait des Einstein en puissance, chacun d'entre nous. Mais que des éléments, justement, de traces de quelque chose qui se passe. On dit souvent, par exemple, que les Juifs ont un potentiel intellectuel. On ne s'est jamais posé la question que le seul peuple de l'Antiquité, alphabète, qui était obligé de savoir lire et écrire dans la religion, c'est le peuple juif, puisque pour faire sa bar mitzvah, il fallait savoir lire et écrire. Donc il y a peut-être justement cette répétition de la transmission qui fait que finalement ça marque quelque chose à l'intérieur des gens. Là, tu as tout à fait raison. Il y a d'ailleurs des maladies génétiques du système nerveux qui sont typiquement juives. La maladie de Tay-Sachs, la maladie de Niemann-Pick sont deux maladies de la myéline qui sont réservées quasiment aux Ashkénazes et qui sont très développées dans la population américaine. Ce sont des problèmes de myélinisation du cerveau et il y a tout lieu de considérer qu'un cerveau juif est génétiquement différent. Je ne dis pas supérieur ni inférieur, je dis c'est d'ailleurs très ennuyeux comme question, mais on peut considérer qu'un cerveau juif est génétiquement différent d'un cerveau non juif. Ça, c'est prouvé par la neurologie. Alors, je vais parler maintenant de la Shoah. Parce que moi, comme je suis touché au premier titre, et que je fréquente beaucoup de gens de la Shoah, que j'en suis moi-même victime, et j'ai constaté qu'en fait, il y a énormément de comportements, des comportements complètement différents chez les descendants de la Shoah, justement. Il y en a qui sont complètement détruits, il y en a qui réagissent d'une façon complètement différente, avec, comment dirais-je, on appelle ça la résilience. La résilience, dont j'en fais partie, je pense, oui. Parce que quand je lis Cyrulnik, je me reconnais entièrement. Donc, je pense qu'il y a quand même un phénomène, c'est-à-dire que voilà, ben je sais par exemple avec mes enfants, je leur ai enseigné la Shoah, transmise plutôt la Shoah très tôt, ce qui a été une grave erreur. Parce que, évidemment, ils ont été traumatisés immédiatement, et d'accord, bon, et on en subit les conséquences. Mais si on fait attention, qu'on les prépare, etc., ils vont avoir un comportement également différent. C'est pour ça que généraliser ce genre de choses, c'est un petit peu difficile. C'est en fonction de notre éducation, en fonction de notre culture, parce que bon, on peut enseigner d'une façon complètement différente. Non, mais c'est pas... Tu vois quand je dis qu'il y a une... on dit qu'il y a une imprégnation. Forcément qu'il y a on a des enfants, aucun enfant est le même, pourtant on a le même patrimoine génétique. Bon, l'un et l'autre, on a le même patrimoine génétique. Ça ne veut pas dire que les choses soient inéluctables. Bien entendu, l'épigénétique ne veut pas dire que tous les phénomènes vont se reproduire de la même manière que dans les combinaisons génétiques non plus. Tout ne se fait pas à l'identique. Mais on a tous des enfants divers et variés. On les élève exactement de la même manière. Pourtant, ils ne sont pas réceptifs à la même chose. Non, on ne les élève pas de la même manière. Je donne un exemple personnel. J'ai un père qui était un excellent peintre et dessinateur. Je n'ai aucun don pour le dessin ou la peinture. J'ai un frère qui a exactement le même don. Or, ça, c'est pas dans le génétique. C'est quand même, d'une certaine manière, l'apprentissage. C'est-à-dire que savoir dessiner, ça fait partie dans notre conception, dans notre dialectique de l'apprentissage.
Le problème qui se pose justement sur cette transmission de l'apprentissage, c'est qu'effectivement, il ouvre un boulevard extraordinaire à une interrogation. Si l'apprentissage, l'intelligence, les capacités ne sont pas liées à la société environnante, donc se posent beaucoup de questions. Parce qu'il y a aujourd'hui un développement intellectuel qui dit tout est la faute de la société. Si l'on est voyou, c'est de la faute de la société, si on est ceci, c'est de la faute de la société. Alors bien sûr, la société, pour s'assumer et exister, est obligée de partir de cette action. Sinon, il n'y a plus de règles sociales, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de... Si tout est inné, si l'assassin est assassin parce que de manière innée il devait l'être, bien entendu, quelle sanction peut-on lui donner? Mais c'est la question qu'on se pose avec les malades psychiatriques. On se pose la question de leur responsabilité. Pourquoi on se poserait la question là-dessus, pas sur d'autres choses qu'on ne connaît pas? Donc, la vraie question de la science, ce n'est pas les questions à laquelle elle répond, mais les questions auxquelles elle ouvre le débat. Et je crois que c'est ça la vraie question d'aujourd'hui de l'épigénétique. Non, allez, on va attaquer. Sois bref. Hein. Avant de parler de l'inné et de l'acquis, il faut comprendre, et ça c'est une question, le système mathématique de la création. Si je te posais la question, d'où viennent tous les signes de calcul mathématique, division, multiplication, division négative, positif et multiplié? Qu'est-ce que tu me réponds? Ça, c'est une première question. Si je te dis d'où vient le 0, c'est une autre question. D'où vient le 1? C'est encore une autre question. Et comment on peut appréhender l'espace et le temps? C'est encore une autre question. Tu as parlé de l'embryogenèse, mais tu n'as pas parlé de l'embryogenèse, qui vient avant l'embryogenèse. Et l'embryogenèse ne fonctionne que par la morula, ou la murula, c'est ça? Et c'est là qu'il y a l'acquis et l'inné, c'est-à-dire la multiplication de ces comportements à une vitesse incroyable de la création aussi de l'individu. Ça, il y a déjà 6 questions auxquelles tu peux me répondre, et ensuite je répondrai à... Quelle est la question? Ah ben c'est ça, déjà, d'où viennent tous les signes mathématiques? Attends, il y en a 6 questions. Ah, je les ai nommées. Et puis il y a aussi... et puis mon ami a dit ici qu'il y a l'extérieur et l'intérieur. Tout l'inné et tout l'acquis vient de l'intérieur et de l'extérieur. Pourquoi? Alors on peut ouvrir tout le débat sur le spinozisme aussi, parce qu'il y a tout un débat là-dessus. Je pense que... D'abord les signes mathématiques. Comment? Les outils mathématiques, chacun... On parle que les mathématiques sont l'abstraction suprême. Moi je dirais que les mathématiques, c'est la concrétisation de l'abstrait, puisqu'on ne fait des mathématiques que si on sait manipuler des objets mathématiques. Donc l'objet mathématique est une concrétisation d'une idée abstraite. Qu'est-ce que c'est qu'un élément, un delta? Qu'est-ce que c'est? On sait ce que ça veut dire et on sait les manipuler. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on l'homme a créé l'objet de sa conception abstraite, il sait les manipuler. C'est extraordinaire. Donc on voit par exemple les lois de la physique, c'est-à-dire qu'on explique une grande partie de comportement de la planète par des lois qui sont relativement simples. Et ça c'est extraordinaire d'une certaine manière. Donc les mathématiques, c'est la manière d'appréhender des éléments de l'abstrait.
et de les manipuler pour arriver à un raisonnement. Mais comment ils sont arrivés sur Terre? Les mathématiques. Alors, on revient sur tout le développement de l'être humain et du développement et du verbe. Et la cabale. L'école primaire. Je vais... Non, 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 je vais l'aider, hein, si tu permets. Hein, il faut savoir que tout vient donc de la création. Hein, quand Dieu a dit, hein, je vais séparer. Ben oui, pourquoi pas? Je vais séparer donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. À partir... Et ça, c'est un premier signe qu'aucun homme n'a pu donc activer et dire. Donc ça, c'est déjà, quand on sépare, on divise. Voilà le premier signe. Le deuxième signe, hein, quand on sépare, c'est négatif. C'est la soustraction. Puis après, hein, il a dit, croissez et multipliez. Donc croissez, c'est positif, et multiplier, ben, c'est multiplier. D'où vient le zéro? Le zéro vient du noir. D'où vient le 1? Il y a marqué, c'est pas bon que la terre ou que la nuit, qu'il fait sombre, etc., etc. Je vais envoyer la lumière, et il a dit, beaucoup Dieu, jour 1. Voilà d'où vient le zéro, voilà d'où vient le 1. Je m'arrête là parce que sinon je compléterai une multitude de renseignements. Merci d'avoir été présent. Et tout provient de l'homme et de la femme, hein, qui est l'ovule, comme a dit mon cher ami. L'ovule est spermatozoïde, l'ovule étant le sexe caché du noir, et le spermatozoïde étant l'organe masculin, la lumière. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce que vous dire. Parce que si on va écouter les questions, mets bien le micro. Je me pose une question, parce que tu es en train de nous évoquer un système qui est un système numérique, soit, mais pourquoi ce système serait-il nécessairement à base 10 hein, dans toute la Bible, c'est le système décimal qui est utilisé. Pourquoi pas un système duodécimal? Pourquoi pas hexadécimal? Hein? Pourquoi Dieu, puisque tu fais appel à Dieu, aurait-il choisi le système décimal et lui seul? Nous avons 10 doigts. On sait que tous les systèmes numériques de numération courants ont été inventés par les hommes parce qu'ils comptaient sur leurs doigts. Ils auraient eu 6 doigts à chaque main. Hein, ils auraient utilisé un système de décagécimal. Je peux répondre. Bon, on a 10 doigts, ça fait 10, mais c'est toujours basé sur le 0 et le 1 quand tu inverses. Et il faut savoir que le système numérique de tous les éléments, c'est pourquoi 8 octets égale 1 bit. C'est toute la base de l'informatique. Les octets sont là, tu arrives à 256. Quand on parle de la Shoah, on a tendance, que, si on écoute ce que tu as dit tout à l'heure, à penser que c'est systématique. Or, il ne faut pas oublier de mettre la statistique là-dedans. Moi, je vais citer un exemple qui n'est pas parlant, qui ne tranche pas le problème. J'ai des cousins éloignés qui vivent aujourd'hui à New York. Le père et la mère ont été déportés, tous les deux. Je crois qu'ils l'ont fait tous les deux au Auschwitz. C'est en sortant d'Auschwitz qu'ils se sont connus, qu'ils se sont mariés, ils ont émigré aux États-Unis et ils ont eu 2 enfants. Le premier mesure à peu près ma taille. Il n'est pas idiot d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il a pu faire comme étude, mais enfin, il est bien. Le deuxième, 1m90, 90 kg. Il est docteur en droit. Donc voilà 2 enfants complètement, au point de vue phénotype, puisque j'emploie un gros mot là, au point de vue phénotype, c'est-à-dire au point de vue aspect extérieur, ils sont complètement différents et pourtant ils sont nés des mêmes parents.
Donc il faut quand même introduire quelque part une distinction qui va se retrouver dans les statistiques. Alors une dernière petite observation, on a parlé de Lamarck et de Darwin. Je voudrais simplement rappeler que Darwin avait 20 ans quand Lamarck est mort. Donc Lamarck a formulé ses hypothèses bien avant. Bon. Il n'a jamais pu les démontrer. Il n'a jamais pu les démontrer, mais s'il avait fait un voyage sur un Beagle quelconque, peut-être aurait-il réussi. En plus, Lamarck avait quand même, était marqué quand même par le créationnisme, ce qui n'était pas le cas de Darwin. Mais ça, c'est un terme. Ça joue. Le créationnisme, le créationnisme me gêne parce que ce sont les personnes qui sont athées qui ne veulent absolument donner cette terminologie-là. Il y a créationnisme et il y a déterminisme. Là, il y a un grand débat sur y a-t-il un sens à l'histoire. Je pense que s'il n'y a pas un sens à l'histoire, on n'a rien à faire sur Terre, personnellement. Je pense que si on n'est pas une partie de quelque chose qui se déroule, on n'a aucun sens. Notre existence n'a aucun sens. Donc, je ne veux pas rentrer dans le débat des croyants, pas croyants, de Dieu, pas de Dieu, comme disait Jean Lefon, le Bereshit, etc. Ce que je pense, c'est que beaucoup de scientifiques, le déterminisme est l'essence de la science. C'est-à-dire qu'en fait, même cause, même effet. Le problème est de savoir connaître les causes pour pouvoir déterminer les effets. Donc la science, au fur des siècles, nous a permis de connaître plus de causes. Et quand je parle de l'effet du hasard, le hasard, pour moi, c'est ma théorie, n'existe pas. Pour moi, le hasard, c'est la méconnaissance de certaines causes. Quand on jette une pièce en l'air pour dire ça va tomber pile ou face, on dit au hasard, et on rentre dans la statistique, dans la moyenne des cas. Et on a trouvé ce phénomène extraordinaire, cet outil mathématique extraordinaire qui est la probabilité et la statistique, qui nous permet de comprendre ce qui n'est pas compréhensible théoriquement. Donc, lorsqu'on en jette une pièce comme ça, effectivement, on dit sur le hasard, ça tombe pile ou ça tombe face. Mais c'est pas vrai, parce que si on connaissait exactement tous les éléments physiques qui font que la force de la pichinette, où on a tapé, le contenu de l'air, les forces, etc., on saurait extrêmement bien si ça va tomber pile ou face. La preuve, lorsqu'on envoie un robot à 100 000, 200 000, 300 000 km de distance, même plus aujourd'hui, on sait lui faire exactement ce qu'on veut parce qu'on connaît les réactions sur place à ce qui se passe. Et c'est pour ça que je pense que dire qu'il y a le hasard, c'est simple, ça permet justement de nier un sens à l'histoire, parce que qui peut croire un seul instant, connaissant un peu les probabilités, que le phénomène extraordinaire de l'univers, avec les complexités de chaque cellule, de chaque organe, de chaque élément dans cet univers si énorme, tout ça ait pu être l'objet du pur hasard. Alors, on peut penser qu'effectivement, il y a eu un début. De toute façon, aujourd'hui, la science reconnaît le Big Bang. Mais est-ce que le Big Bang n'est pas en soi tout le reste? Est-ce que finalement, aujourd'hui, nous ne sommes pas que la conséquence d'actes successifs dont on ne connaît ni les causes, ni les moyens, ni la complexité, mais dont on est en fait le résultat? Et je crois qu'avoir la prétention de penser que tout ce que nous faisons, justement, c'est nous qui organisons par la société, etc., les choses. Non, la société, elle a été construite pour que les individus puissent vivre côte à côte et puissent se supporter les uns les autres. Et donc, on a créé des règles sociales, ce qu'on appelle des règles sociales, qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes partout. Il suffit d'aller en Afrique et les comportements les anthropologues nous diront que d'un endroit à un autre, la vie est rigoureusement différente. Mais on a créé dans chaque endroit une manière de vivre ensemble. Et le vivre ensemble commence par justement la responsabilité individuelle, parce qu'on ne peut pas avoir une société organisée sans responsabilité individuelle. Mais
c'est une question. Est-ce qu'on est vraiment les maîtres de nous-mêmes? Est-ce que l'on possède tous les éléments pour dire qu'on est complètement indépendant et que l'on agit de manière totalement comme ça, autonome? C'est pas évident. Le droit pénal s'est penché sur la question. On se pose toujours la question de la responsabilité psychique. Est-ce qu'un terroriste n'est pas effectivement préprogrammé parce qu'un être normal ne ferait pas ce qu'il fait, etc. Bien sûr, mais on ne peut pas raisonner comme ça en tant qu'élément d'une vie sociale. Parce qu'à ce moment-là, on ne pourrait plus punir personne, on accepterait tout, et ça serait le chaos généralisé. Mais la réalité chimique, physique, parce que nous sommes finalement quoi, un résultat de la chimie et de la physique. Nous sommes quoi? Nous ne sommes pas... Nous sommes des molécules génialement assemblées, mais il y a peut-être dans un sens, justement, de l'histoire. C'est une question. Bien entendu, personne n'a la réponse. Alors, c'est un rapport avec ma question. Je voudrais savoir s'il est envisageable de considérer certains cas d'autisme et d'expliquer certains cas d'autisme par l'épigénétique. Autrement dit, un enfant autiste l'est-il par contre-coup d'un choc subi par l'un de ses parents? Alors, il faudrait peut-être parler plutôt vers le docteur, parce que ça, c'est pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas une part de génétique? Il y a certainement une part de génétique et il n'y a aucune part de transmission génétique. C'est-à-dire qu'un choc sur un parent ne peut en aucun cas induire un autisme chez l'un ou l'autre des enfants. Maintenant, il y a certainement une part génétique et une part biochimique. Bon, c'est pas ma spécialité puisque moi je m'occupe de prostate. C'est assez loin du cerveau, évidemment. C'est lié, parfois. Encore que, on réfléchit parfois avec ses organes. Malheureusement. Ça aboutit d'ailleurs à des catastrophes, comme disait Oscar Wilde. Mais bon, j'ai lu, quand j'étais jeune, j'ai lu des articles sur le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui est présent dans les corps calleux à droite, à gauche, et qui sont responsables de cette maladie-là, de l'autisme. On sait que dans l'autisme, il y a certains cas d'autisme qui ont des connotations génétiques, en tout cas la recherche va dans ce sens actuellement, et certains autistes, alors ça après c'est des querelles d'école, peu importe, sont soignés pour une part avec des méthodes comportementales, et qu'il y a aussi des autistes, alors on peut appeler ça, après c'est des diagnostics, c'est des termes théoriques, sur un enfant avec un certain comportement, qui sont aussi des troubles relationnels. On est toujours très content de trouver une base anatomique aux maladies. On est toujours très content, nous les médecins, quand on a identifié une tâche, un truc qui ne marche pas. Dans les transsexuels, par exemple, l'homme qui se considère comme une femme, quand on coupe son cerveau, on trouve le centre d'identité sexuelle au-dessus du chiasma optique, qui est d'1 mm3, qui est celui d'une femme. Une femme qui se considère comme un homme, qui demande à être opérée d'ailleurs, pour avoir tous les attributs d'un homme. Quand on fait les autopsies, j'ai un ami qui s'appelle Goren à Amsterdam, qui a autopsié 21 transsexuels comme ça, on trouve un cerveau d'homme dans cette femme-là. On trouve le centre, on l'identifie, on le mesure, il fait 1 cm3. C'est-à-dire qu'il est 1000 fois plus grand que le centre d'identification sexuelle de la femme. Alors on est très content d'avoir une base anatomique à ces comportements. Ça rassure beaucoup d'avoir... Voilà. Et comme dit très brillamment le docteur Abitbol, comme il a très bien développé dans son exposé, professeur Abitbol, professeur de médecine, en plus de la base anatomique qui est démontrée, il y a l'influence culturelle, traditionnelle, l'apprentissage, qui lui n'est pas transmissible, sauf en cas de contact direct avec les enfants, à mon avis. C'est-à-dire que l'ovule, le spermatozoïde, n'est pas influencé par les accidents de la vie. Ça, c'est la grande question. C'est la question. Le côté culturel. Justement, parce qu'il y a... Pour revenir un petit peu à ce que tu disais, c'est-à-dire la psychanalyse, parce que j'ai parlé dans mon développement du behaviorisme, l'étude du comportement. Eux, ils ont pris comme base le fait que le phénomène, tout ce qui est fonctionnement interne au vivant,
ils ne veulent pas le voir. Ils voient les stimuli, les trucs et les résultats. Ce qu'on appelle des boîtes noires. Donc, c'est une approche. Quand on décortique quelque chose, on a plusieurs approches. On peut avoir effectivement l'approche de la boîte noire, stimuli, c'est ce qu'on appelle la théorie des input-output. Là, il y a les inputs qui sont là, les outputs sont ça, et en fonction de l'un et de l'autre, on analyse et on tire des conclusions. Et d'ailleurs, les outils mathématiques permettent justement, en analysant les inputs et les outputs, de déterminer le mécanisme de fonctionnement de la boîte noire. Mais c'est intéressant parce qu'on a étudié beaucoup de comportements avec des méthodes. Comment? On a étudié beaucoup de comportements. Mais oui, bien sûr, mais ça permet. Mais c'est pour ça que je dis, la science est extraordinaire parce qu'elle ne vient pas forcément en contradiction d'époque en époque, mais elle vient en complément. Elle assemble le puzzle. Et effectivement, le behaviorisme, c'est une approche qui a donné des résultats qui ne sont pas faux parce qu'on a découvert derrière les raisons intrinsèques à la boîte noire. Mais justement, le développement permet peut-être, je dirais, l'épigénétique, la génétique, de comprendre la boîte noire. Personne ne comprend vraiment, on ne se comprend pas même soi-même, hein, puisque si on va voir les psys, c'est qu'on a quand même quelques problèmes. Donc, on a tous des problèmes de reconnaissance de ce qu'on est réellement. On est en fait, malheureusement ou heureusement, un phénomène physico-chimique, mais extraordinairement complexe. Une question qu'on peut demander au docteur, justement, qu'est-ce que la pensée? Est-ce que la pensée est quelque chose qui est purement éphémère, abstrait, sans contenu, ou est-ce que justement c'est le résultat d'un épiphénomène chimique et qui... la mémoire Alors les grands singes qui sont nos cousins directs et qui partagent notre patrimoine génétique, connaissent entre 250 et 300 mots. Sur ces 300 mots, on peut très bien leur apprendre et vérifier qu'ils comprennent la tristesse, la joie, la gaieté, la faim, etc. Donc dans le cerveau d'un chimpanzé, il y a déjà un certain nombre de connexions et de travail qui peut se faire sur des problèmes abstraits. Donc le cerveau humain, théoriquement, bien qu'il soit divin, n'est qu'une prolongation, n'est qu'une augmentation des possibilités d'un cerveau de singe supérieur. Donc là, c'est une question difficile de savoir si la pensée est un bon dans l'évolution. Est-ce que c'est un substrat physico-chimique? Ou bien s'il y a un substrat, il y a certainement un substrat physico-chimique clair. Mais la question est, y a-t-il un bon qualitatif? Y a-t-il autre chose dans les intuitions d'un homme, dans le génie d'un homme? Y a-t-il autre chose que le fonctionnement électrique du cerveau d'un singe? Ça, c'est une question qui n'est pas résolue, qui nous fascine. Le cerveau humain est fasciné par son propre fonctionnement et ne le comprend pas. Ne le comprend pas. Les traits de génie du cerveau humain sont strictement incompréhensibles pour un cerveau normal. Il y a encore des questions? Non, il n'y a pas, parce que sinon je vais répondre au docteur. L'intérêt de cette conférence, c'est d'ouvrir les questions. De dire, voilà, effectivement, les choses ne sont pas aussi simples qu'on l'imagine. Tout n'est pas aussi simple qu'on nous le décrit pour simplifier, parce que tous les systèmes de modélisation sont une simplification du réel qui est forcément extrêmement simplificatrice parce que le réel est extrêmement compliqué. Puis il faut se méfier du systématisme. Si tu veux, ma question, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Alors voilà, on complique encore un peu plus. Oui, qu'est-ce que c'est que l'âme? Ah, voilà. Non, mais, et d'où elle vient? Mon objectif n'était pas à rentrer dans le phénomène religieux, non religieux. Ah non, mais il y a faut quand même respecter. Oui, je pense à ça. Mais je ne donne pas la réponse, et d'ailleurs personne ne pourrait la donner. Mais parce que personne ne peut la donner pour le moment. Si on a étudié le Zohar et la Kabbale. Mais si on ne l'a pas étudié. Mais justement, il y a toute l'ouverture sur ce qu'est justement l'intérêt de la Kabbale. La Kabbale n'est pas aussi... elle est quand même très abstraite, la Kabbale. On retrouve un peu le Big Bang, le spinozisme, mais tout le monde ne peut pas l'étudier.
il y a plein de débats possibles. Spinoza, toute la théorie de Spinoza. Est-ce que Spinoza aurait été Spinoza s'il n'avait pas été kabbaliste? Je ne crois pas. Donc, il y a beaucoup de questions. La question de la science, ce n'est pas seulement de répondre aux questions, mais d'ouvrir les débats sur d'autres questions. Personnellement, je ne crois pas que les connaissances acquises par les individus puissent être transmises génétiquement ou héréditairement à leurs enfants. Et si ça se faisait, je suis sûre que le fisc les taxerait. Pas mal. La question que tu viens d'évoquer, c'est la question essentielle, parce que justement, il y a toute une série. La plupart des personnes de notre société n'ont pas envie de répondre positivement à la question, parce que répondre positivement à la question s'ouvre une brèche énorme dans la vie sociale telle qu'on la vit. Maintenant, est-ce que la science répondra à cette question? Ça, c'est une autre question. Merci.